Hello and welcome to another episode of India and Global Left. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Je voulais parler de l'Iran, bien sûr, étant donné que les deux régimes voyous, les États-Unis et Israël, ont de nouveau attaqué la nation iranienne. Quelle est votre réaction à cette attaque? Your response on the attack. C'est une stratégie qui remonte à 30 ans. Les États-Unis et Israël visent l'hégémonie en Asie occidentale, et cela s'est concrétisé par une série de guerres, l'Iran étant la principale cible, en réalité depuis l'arrivée de Netanyahou au poste de Premier ministre d'Israël. Il s'agit donc essentiellement d'une stratégie à long terme de la CIA et du Mossad. Elle a laissé derrière elle une traînée de sang à travers tout le Moyen-Orient, s'étendant de la Libye, où les États-Unis, Israël et d'autres ont renversé Muammar Kadhafi en 2011, le tuant et plongeant la Libye dans le chaos, jusqu'au Soudan, où le Mossad a joué un rôle majeur dans la fomentation de la désintégration du pays. Cela inclut le génocide à Gaza, l'occupation et l'annexion de la Cisjordanie. Cela inclut le renversement du gouvernement syrien, qui était une opération de la CIA et du Mossad, commencée en 2011. Cela inclut l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Et le plan, depuis le début, a toujours été de renverser le gouvernement iranien d'une manière ou d'une autre. Ils ont déjà eu recours aux bombardements. Ils ont déjà eu recours aux assassinats. Ils ont déjà eu recours à la guerre économique. Maintenant, ils essayent à nouveau avec une autre campagne de bombardement. Celle-ci échouera aussi, mais je pense que les conséquences pour le monde seront très graves. En dehors de la campagne de bombardement ou de l'utilisation de la guerre économique par le passé, ils ont également bombardé des écoles primaires et secondaires, tuant des centaines de filles à Minab, dans la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran. Peut-on définir cela comme une tactique de terreur destinée à intimider les citoyens iraniens? Israël a commis un génocide à Gaza. Il a tué des dizaines de milliers d'enfants. Donc Israël est un État terroriste. Malheureusement, c'est la triste réalité. Donald Trump, in his war speech, has Dans son discours de guerre, Donald Trump a ouvertement appelé, je cite, à un changement de régime. Il a demandé aux Iraniens de se soulever contre leur propre gouvernement. L'idée est que cette décapitation de la direction créerait un vide. Mais les analystes spécialistes de l'Iran ont indiqué qu'il est très probable que l'ancienne garde, plus nationaliste, occuperait cet espace. Il y a également des rapports évoquant la transformation de l'Iran en un État caserne, à l'image de la Corée du Nord, détournant essentiellement des ressources importantes de l'usage civil et économique vers des objectifs militaires. Je me demande ce que vous en pensez. L'Iran est une entité politique profondément institutionnalisée. L'assassinat du guide suprême est un scandale. Tuer des chefs d'État étrangers est un acte scandaleux, extrêmement dangereux, provocateur, imprudent et illégal. Se vanter d'un tel acte dépasse toute vulgarité, mais cela ne met pas fin à une campagne gouvernementale. Il n'y aura pas, pour citer l'expression, de bottes sur le terrain en Iran de la part des États-Unis ou d'Israël. Une frappe de décapitation, tuer littéralement le chef du gouvernement, ne changera pas le gouvernement iranien. Cela mettra essentiellement la politique en mode guerre, ce qui signifie que le corps des gardiens de la révolution islamique prendra les commandes. Ils ne se rendront pas. Ils savent qu'ils disposent de plus de missiles que les défenses antimissiles d'Israël et des États-Unis réunis. Ainsi, cette idée de changement de régime par les États-Unis et Israël est, comme tant d'autres actions illusoires de leur part, fondamentalement vouée à l'échec.
La dernière fois que les États-Unis ont mené une invasion complète dans la région, c'était en Irak, en 2003, ce qui a entraîné une déstabilisation massive, notamment la création de forces comme l'État islamique, des groupes qui sont désormais, paradoxalement, devenus des alliés des États-Unis, ou peut-être même l'étaient-ils déjà auparavant. Quel type d'instabilité voyez-vous dans la région, étant donné que la riposte de l'Iran a été assez étendue, visant en grande partie les actifs militaires américains dans le Golfe Persique? Les responsables iraniens ont déclaré qu'en défendant leur pays, il n'y aurait pas de ligne rouge, ou de moins en moins de lignes rouges, laissant entendre que cela pourrait dégénérer en confrontation directe avec les pays du CCG. Quel type de déstabilisation prévoyez-vous? What kind of destabilizations do you foresee? Eh bien, le premier point, évidemment, c'est que les États du Golfe sont des États semi-vassaux des États-Unis, ou dans certains cas, pratiquement des vassaux à part entière. Ils abritent l'armée américaine, et cela est toujours à double tranchant, ou peut-être même à sens unique, la lame pointée vers leur gorge. Héberger l'armée américaine ne signifie pas être protégé par les États-Unis. Cela signifie être un vassal des États-Unis. Vous ne pouvez pas vous opposer aux États-Unis. Ils vous renverseront. Ils lanceront une opération de changement de régime sur votre propre territoire. Avoir des bases militaires américaines, c'est avoir des opérations de la CIA actives sur son sol. Donc malheureusement, telle est la situation de la région du Golfe. La région du Golfe ne peut pas dire ce qu'elle pense, et ne le dit pas. Et l'Iran attaque ses actifs américains et montre à la région du Golfe que, fondamentalement, l'adage de Kissinger s'applique. Être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être un ami leur est fatal. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Je recommande à tout pays, d'ailleurs, si vous n'avez pas de base militaire américaine, n'en envisagez pas une. Si vous en avez une, invitez-les à rentrer chez eux afin de retrouver votre souveraineté. Je dis toujours à l'Inde, à chaque occasion, sortez du Quad, bon sang. C'est absolument autodestructeur pour les intérêts de l'Inde de jouer à ce jeu avec les États-Unis. L'Inde est une puissance trop importante pour se prêter à ces jeux américains. Voilà donc ce que les pays du Golfe observent aujourd'hui. So this is what the Gulf countries are seeing right now. Et quel est, selon vous, l'impact de la réponse de l'Iran sur Israël en tant qu'État et en tant que société? Nous en sommes encore aux premiers jours et beaucoup de choses se décideront sur le champ de bataille. Je ne suis pas un expert de ces questions, mais les personnes que j'écoute disent que l'Iran possède plus de missiles que les États-Unis et Israël n'ont de système de défense antimissiles. Si c'est le cas, alors ce que nous verrons dans les prochains jours sera une guerre d'usure entre missiles et défense antimissiles. Et puisque les États-Unis ne détruiront pas l'Iran dans ce processus, cela signifie qu'Israël sera très vulnérable aux attaques iraniennes. Peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les semaines à venir. C'est avant tout une question militaire. Si l'analyse est correcte et qu'Israël et les États-Unis ne sont pas capables de détruire ces systèmes de missiles lourdement enterrés, souterrains et mobiles, et qu'ils ne peuvent pas non plus renverser le régime lui-même, ça signifie qu'il n'y a pas de plan au-delà de quelques semaines. D'après tous les rapports militaires que j'entends, les États-Unis disposent de 2 ou 3 semaines de munitions dans la région pour mener à bien ces bombardements. Après cela, qui sait? Les États-Unis avaient déjà des réserves assez limitées après toutes les autres guerres auxquelles ils ont participé. La campagne israélienne à Gaza, qui a fortement sollicité les stocks américains, et la guerre en Ukraine. Il y a donc beaucoup de bravade. Mais il est tout à fait possible qu'un moment de lucidité survienne d'ici 2 ou 3 semaines, montrant que si la première frappe n'a pas suffi, cette opération s'avère perdante.
C'est ce que, dit-on, on aurait conseillé à Trump. Nous verrons bien. Trump was advised. We'll see. L'un des objectifs, en plus de la désintégration de l'Iran, est de réduire l'influence croissante de la Chine et de la Russie dans la région. Deux questions se posent à ce sujet. La première est de savoir quel type de soutien la Russie et la Chine apporteraient à l'Iran, étant donné que celui-ci a été attaqué. On parle de systèmes de défense antimissiles russes déjà transférés, des S-300, entre autres. Il y a également des rapports faisant état de systèmes radars chinois destinés à contrer les missiles furtifs américano-israéliens. Quel type de soutien offrirait-il? Et deuxièmement, les États-Unis et Israël seraient-ils capables de réduire l'influence grandissante de la Russie et de la Chine dans la région? Well, again, China and Russia will. Eh bien, encore une fois, la Chine et la Russie soutiendront certainement l'Iran de plusieurs manières. Certaines que nous connaîtrons, d'autres non. En matière de munitions, de renseignements, de matières premières et de financement, l'Iran recevra du soutien. Cela ne fait aucun doute. C'est parce qu'à l'inverse, une partie de l'objectif hégémonique des États-Unis consiste à s'approprier les exportations de pétrole iranien qui vont en grande partie vers la Chine. Les États-Unis essaient essentiellement de briser le flux de pétrole vers la Chine, que ce soit depuis le Venezuela, l'Iran ou la Russie. Cela fait donc partie d'un plan américain insensé qui vise en réalité la Chine et non l'Iran. Disons simplement que selon moi, les États-Unis se sont engagés bien au-delà de leurs capacités. L'approche générale de la Chine consiste à rester prudente. Elle ne s'implique pas directement dans les guerres. Elle laisse les États-Unis dépenser des milliers de milliards de dollars dans des conflits, s'enliser dans tous ces événements et tomber dans leur propre piège. Ainsi, la Chine ne combattra pas ouvertement, mais elle soutiendra assurément l'Iran. Je voulais vous interroger sur l'état d'esprit aux États-Unis à propos de cette guerre. Nous avons lu des articles sur des manifestations à Times Square, à New York. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce que ressentent les gens dans votre pays à ce sujet? Juste avant le début de la guerre, les sondages d'opinion montraient qu'environ 20% de la population la soutenait. L'immense majorité s'y opposait. Trump avait fait campagne contre les opérations de changement de régime. Donc ce qui se passe en ce moment, ce programme de longue date de la CIA et du Mossad, n'est pas ce que Trump avait promis à ses propres partisans. Trump lui-même est impopulaire et le devient de plus en plus. Cette guerre va accélérer le déclin de sa popularité, à moins que, contre toute logique, les États-Unis ne parviennent d'une manière ou d'une autre à obtenir une soi-disant victoire d'influence. Même dans ce cas, le gain ne serait pas significatif. Il est très peu probable qu'il y ait un quelconque gain. Au contraire, il y aura des répercussions politiques négatives. Et si les combats se déroulent comme largement prévu, que l'Iran tienne sa position et prenne même l'avantage au fil du temps à mesure que les systèmes antimissiles s'épuisent, Trump verra probablement son soutien s'effondrer. Nous avons donc un régime impopulaire déjà en train de perdre du terrain. Si nous avons des élections libres en novembre, et Trump pourrait bien essayer de les empêcher, mais si elles ont lieu comme prévu, il les perdra. Ce serait un autre revers politique majeur, car il serait alors destitué par une majorité à la Chambre basse. C'est donc, à mon avis, une présidence ratée. Je l'ai dit depuis le tout début. J'ai dit à mes amis indiens, ne cédez pas à cet homme, ne lui faites pas confiance, ne lui accordez pas de concessions, ne faites pas partie du quad avec lui. Soyez simplement prudents, gardez vos distances. C'est une présidence ratée, et je pense que c'est ainsi que les choses vont se dérouler.
Nous avons assisté à d'immenses manifestations pendant le génocide, notamment sur les campus universitaires américains. En revanche, lors de l'enlèvement du président vénézuélien, les protestations ont été très limitées. Je me demande, ces manifestations sont-elles répandues aux États-Unis, ou bien ce n'est même pas un sujet dans la politique intérieure? En d'autres termes, le Moyen-Orient n'est-il tout simplement pas un enjeu de politique intérieure? I'm sure that this is an issue, but Je suis sûr que c'est un problème, mais la façon dont il le deviendra dépendra des événements des prochains jours. if there are American S'il y a des pertes humaines américaines, si des missiles iraniens perçaient le dôme de fer israélien, ce qui est très probable, s'il y a une forte hausse des prix du pétrole, ce qui est également très possible, cela donnera à la question un caractère d'urgence. Il existe une opposition à ce qui se passe. Je ne sais pas, en ce dimanche matin à mon heure, si cela se manifeste dans les rues à travers les États-Unis. J'ai passé une grande partie de la journée d'hier à l'ONU sans vraiment observer ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, donc je ne peux pas vous donner un compte-rendu définitif. Mais il est probable que cela se déroule sur plusieurs jours ou semaines plutôt qu'en quelques heures dans ce cas. Weeks rather than hours in this case. Just to say, there was a Gallup survey. Juste pour dire, un sondage Gallup publié il y a quelques jours a montré, pour la première fois dans l'histoire, que plus d'Américains soutiennent les Palestiniens que les Israéliens. C'est un changement très important. Si je me souviens bien, et je peux me tromper légèrement sur les chiffres, 41% ont déclaré du côté palestinien et 36% du côté d'Israël. C'est un renversement par rapport à environ 60% pro-Israël et 15% pro-palestinien il y a quelques années. C'est un changement considérable. Israël, à mon avis, est en train de commettre une sorte de suicide politique à travers ses pratiques véritablement fascistes. En parlant de l'ONU, une grande partie de la population mondiale en est venue, à juste titre, selon moi, à considérer l'ONU et l'ordre international fondés sur des règles comme très inefficaces, surtout lorsque les États-Unis décident d'envahir ou de bombarder des pays de manière unilatérale. Je me demande ce que vous pensez des mécanismes au sein de l'ONU qui pourraient être utilisés pour contrer ce type d'action criminelle et illégale. J'étais hier au Conseil de sécurité de l'ONU. En réalité, les Britanniques m'ont empêché de témoigner, même si j'y avais été invité. Mais les Britanniques, parce qu'ils sont de si grands défenseurs de la liberté d'expression et du débat ouvert, m'ont empêché de témoigner. Ils assuraient la présidence du Conseil jusqu'à hier. D'ailleurs, aussi mauvais que soient les États-Unis, à mon avis, les Anglais sont pires. Je disais autrefois que les Britanniques étaient pires. Mais j'ai reçu un courriel de quelqu'un au pays de Galles, il y a quelques mois, qui m'a dit « Monsieur Sachs, ne blâmez pas les Gallois, nous n'avons rien fait. Ce sont les Anglais. » Je pense que les Anglais sont en réalité les pires, les gens les plus violents, arrogants et obsédés par l'empire de la planète. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont perdu leur empire jusqu'à ce moment. Quoi qu'il en soit, ils m'ont empêché de témoigner, donc je me défoule un peu. Mais ce que nous avons vu hier au Conseil de sécurité, c'était une grande division. La plupart des pays ont blâmé l'Iran. Ils ont blâmé l'Iran d'avoir été attaqué. C'était extraordinaire. Mais quand on y regardait de plus près, c'était très simple. Si les États-Unis ont une base militaire dans votre pays, vous suivez la ligne de propagande américaine. Et il y en avait, d'après mon décompte, 8. J'ai d'ailleurs la liste ici. Bahreïn, la Colombie, le Danemark, la Grèce, la Lettonie, le Panama, le Royaume-Uni et les États-Unis. Des pays qui ont soit des bases militaires américaines, soit accordent aux forces américaines des droits sur des bases locales. Ces pays ont essentiellement blâmé l'Iran.
Because they're vassals of the United States. Parce qu'ils sont des vassaux des États-Unis. Il est très difficile d'être un pays souverain lorsque l'armée américaine est présente sur votre sol. C'est le stratagème américain depuis toujours, et c'est le même en Europe, qui est une région vassale des États-Unis. C'est aussi le même dans le Golfe. Et nous avons donc eu ce fait absolument stupéfiant. La Lettonie et le Danemark, je regarde ma liste, parlant avec virulence des attaques non provoquées de l'Iran. C'est comme à travers le miroir, complètement à l'opposé de la vérité. Pourtant, c'est ce qui arrive quand on vient un État vassal des États-Unis. Les États-Unis sont l'empire britannique d'aujourd'hui. C'est un empire violent et rapace qui règne par des frappes de décapitation ou des opérations de changement de régime. Decapitation strikes or regime change operations. And if you are part of that empire, et si vous faites partie de cet empire, parce que vous accueillez l'armée, si vous faites partie de l'OTAN ou si vous avez des bases militaires dans le Golfe, vous ne parlez pas clairement. Ainsi, la réunion d'hier au Conseil de sécurité a été d'un côté une grande déception, car ces ambassadeurs sont incapables de défendre la proposition la plus fondamentale de la Charte des Nations Unies, l'article 2, paragraphe 4, selon laquelle les nations ne peuvent pas recourir à la menace ou à l'usage de la force contre d'autres États membres souverains de l'ONU. Ils ne peuvent pas défendre cela. Les Britanniques, les Français, les Lettons, les Danois. Mais c'est un groupe très particulier. Et lorsqu'on regarde le monde dans son ensemble, cette alliance américaine représente environ 15% de la population mondiale. Les 85% restants ne font pas partie de l'alliance américaine. Et ils devraient dire non merci. L'Inde devrait dire non merci. Les BRICS devraient dire non merci. Parce que c'est une distorsion absolue de la réalité. C'est un impérium, ou un impérium en devenir, et il est mortel. Voilà ce que le Conseil de sécurité de l'ONU a montré hier. Je n'abandonne pas l'ONU parce que je ne veux pas renoncer à 85% de la population mondiale. Je ne veux même pas renoncer aux États-Unis, car un changement est possible lorsque toutes ces aspirations impériales délirantes seront enfin épuisées. Mais pour l'instant, c'est le constat de base. Si vous avez l'armée américaine, vous allez probablement répéter la propagande américaine. Je voulais conclure en vous posant une question plus large sur l'Asie de l'Ouest. Pensez-vous que l'influence et la puissance des États-Unis dans la région diminuent ou qu'elles sont au contraire plus profondément enracinées? Il fut un temps où de nombreux journaux parlaient d'un pivotement loin de l'Asie de l'Ouest, à l'époque du retrait des forces américaines d'Afghanistan et de la montée de la rhétorique anti-chinoise. L'idée alors était de se concentrer davantage sur l'Asie de l'Est. Mais compte tenu de ce qui s'est passé en Syrie, de ce que nous avons observé dans les territoires palestiniens occupés, de l'affaiblissement du Hezbollah et de ce qui se déroule actuellement en Iran, peut-on dire que la puissance et l'influence américaine dans la région sont aujourd'hui plus profondément enracinées? Je ne dirais pas profondément enraciné, mais l'intention des États-Unis est de rester l'empire régional. Et le modus operandi pour y parvenir, c'est Israël. L'idée est qu'Israël doit être la puissance militaire régionale. Mais on peut voir que c'est un cas fragile, non une réalité. Pour le moment, les États-Unis et Israël estiment détenir cette position. Israël a le monopole des armes nucléaires dans la région. Bien qu'aucune de leurs opérations de changement de régime n'ait créé d'État fantoche stable, elles ont effectivement renversé des gouvernements de la Libye à l'Irak. Donc en ce sens, il y a une apparence de domination continue. Et la région du Golfe, comme je viens de l'expliquer, parce qu'elle abrite des bases militaires américaines, semble en surface assez soumise aux États-Unis. Mais tout cela est assez fragile.
Il existe bien sûr des civilisations très puissantes dans la région. C'est un berceau de la civilisation. L'Iran ne va pas disparaître, pas avec une frappe militaire de 2 semaines. La Turquie parle haut et fort parce que l'Empire ottoman était une force avec laquelle il fallait compter, et la Turquie continue d'en être une. L'Égypte existe comme État unifié depuis 5000 ans. C'est un pays de 100 millions d'habitants. Elle est vulnérable, mais elle n'est pas subordonnée aux États-Unis. Le monde arabe a le sentiment de faire une mauvaise affaire. Ils ont connu la domination ottomane pendant des siècles, puis la domination britannique, et maintenant la domination américaine. Je pense qu'ils aimeraient réellement avoir leur souveraineté. Donc je ne pense pas non plus qu'il s'agisse d'un aboutissement. À mon avis, les États-Unis se battent pour maintenir leur hégémonie mondiale, mais ils ne la gagnent pas, car la réalité est que nous vivons déjà dans un monde multipolaire où les États-Unis n'ont plus de contrôle particulier sur quoi que ce soit, même s'ils disposent encore d'une armée très puissante. De mon point de vue, aussi décisif et spectaculaire que soient les événements survenus en Iran, un événement tout aussi déterminant a été la visite du chancelier Merz en Chine et le fait de le voir observer avec stupéfaction la démonstration de robotique qui s'y déroulait. La vérité, c'est qu'aucun pays occidental n'est capable de faire ce que fait la Chine. C'est la vérité plus profonde. La Chine garde ses forces en réserve. Elle ne part pas en guerre. Elle n'est pas aussi imprudente que les États-Unis. Elle ne dilapide pas ses ressources comme le font les États-Unis. Il y a donc un schéma plus profond ici, et j'espère que l'Inde suivra également cette voie. Enfin, Lord, si un Iranien écoute cette émission, en tant qu'Américain, quel serait votre message? Eh bien, mon message est bien sûr de la tristesse, des condoléances, de la sympathie. Les habitants d'Iran doivent comprendre qu'en tant qu'Américains, nous sommes opposés à ce qui se passe. Nous sommes contre les manigances de notre CIA. Nous sommes contre ces guerres. Ce ne sont pas des guerres menées par les Américains. Ce sont des guerres menées par le complexe militaro-industriel américain. Malheureusement, le peuple américain n'a actuellement pas son mot à dire, mais nous travaillons pour en avoir un. Nous allons nous arrêter là, professeur Sachs. Merci beaucoup pour votre temps. C'est un plaisir comme toujours. Nous reparlerons bientôt, je l'espère. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.